Midi, bienvenue dans le Déj Info sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce mardi, 17 premiers narcotrafiquants transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Annonce du ministre de la Justice Gérald Darmanin qui évoque des conditions de sécurité hors normes. Une mobilisation, l'UFC Que Choisir saisit la justice face à Stellantis. C'est la première action de groupe intentée en France au sujet des airbags défectueux Takata. Objectif, obtenir des indemnisations pour les automobilistes concernés par les immobilisations de leurs véhicules. Le point dans un instant. Une mobilisation citoyenne inédite contre la loi Duplon. La pétition a dépassé le 1,5 million de signatures. Le gouvernement s'est dit disponible à un nouveau débat au Parlement. La FNSEA dénonce une hystérie autour des pesticides. Et puis de nouveau pourparlers entre Russes et Ukrainiens, ce sera ce mercredi en Turquie. Nous verrons si le coup de pression de Donald Trump peut faire bouger les lignes. Le Kremlin dit ne pas s'attendre à des avancées miraculeuses. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, vient donc d'annoncer que 17 premiers narcotrafiquants viennent d'être transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. C'est dans le Pas-de-Calais. Vincent Vantingham est avec nous, grand reporter police-justice. Bonjour. Ce centre, c'est le premier à avoir été choisi par le gouvernement pour accueillir les détenus les plus dangereux de France. Oui, la première prison de haute sécurité, c'était le 6 mars dernier que Gérald Darmanin l'avait annoncé le choix de cet établissement pour incarcérer les plus gros narcocriminels français. On attend 100 personnes dans ce QLCO, quartier de lutte contre la criminalité organisée. Et c'est vrai que depuis la validation par le Conseil constitutionnel de sa loi, le 12 juin dernier, les choses avançaient pour transférer ces détenus. La date butoir fixée, c'est le 31 juillet. Donc on le voit, les premiers transferts ont eu lieu. Gérald Darmanin, dans son message sur le réseau social X, annonce donc l'incarcération des 17 premiers d'entre eux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y en avait 4 qui étaient déjà dans cette prison-là, donc qui ont juste changé de cellule. Et depuis, il y en a 13 autres dans des conditions de sécurité hors normes qui sont arrivés sur place. On le sait, cette prison n'est pas choisie au hasard pour les incarcérés, c'est parce qu'elle présente des conditions drastiques de sécurité pour permettre de placer ces détenus à l'isolement, de leur offrir des parloirs avec un hygiaphone pour éviter de faire entrer en détention des téléphones portables. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu notamment avec Mohamed Amra ces derniers mois, plusieurs narcocriminels continuaient à générer leur trafic depuis leur cellule. Justement, Mohamed Amra, est-ce qu'il fera partie de ces premiers transferts? Alors il en fera partie, c'est une évidence, mais ce qu'on peut dire ce matin, c'est qu'il n'a pas encore été transféré. Pour l'instant, lui, il est toujours à l'isolement à Condé-sur-Sarthe. Il doit rejoindre cet établissement dans les prochains jours, prochaines semaines, pour faire partie des 100 premiers narcotrafiquants incarcérés à Vendin-le-Vieil. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce ne sera pas la seule prison à haute sécurité, puisque Condé-sur-Sarthe, le deuxième établissement, doit lui aussi accueillir une centaine de prisonniers avec ce profil-là à l'horizon du 15 octobre. Derrière ça, Gérald Darmanin estime entre 600 et 700 le nombre de narcotrafiquants qui devraient bénéficier de conditions de détention drastiques, toujours pour mettre à mal, pour mettre à bas la lutte contre le narcotrafic. Merci beaucoup Vincent, voilà cette information qui vient donc de tomber. Gérald Darmanin qui annonce le transfert des 17 premiers narcotrafiquants vers la prison de Vendin-le-Vieil. Dans l'actualité aussi, l'UFC Que Choisir lance une action contre Stellantis en France. L'association de consommateurs lance donc une action de groupe pour indemniser les propriétaires de véhicules équipés d'airbags Takata. Et ça concerne 1 700 000 véhicules au total visés par cette interdiction de circuler à cause de ces airbags potentiellement défectueux. Explication de Valentin Demey. Aider les propriétaires de voitures Stellantis et Citroën à être indemnisés, voilà pourquoi l'UFC Que Choisir lance une action de groupe en justice contre les 2 constructeurs dans l'affaire des airbags Takata. Fin juin, le gouvernement a demandé l'immobilisation d'1,7 million de véhicules dans l'attente du remplacement de leurs airbags. Ces mesures de stop drive sont les conséquences directes de la gestion chaotique de Stellantis et Citroën et ouvrent ainsi le droit à réparation au profit des consommateurs lésés. Selon l'association de consommateurs, 2 phases s'ouvrent désormais. D'abord, un premier jugement qui doit admettre la responsabilité des 2 constructeurs. Ce qu'on demande au juge, c'est de rendre un jugement par lequel il va retenir la responsabilité du constructeur
et fixer des critères précis d'indemnisation. L'UFC Que Choisir demande à la justice plusieurs types d'indemnisation pour les propriétaires des véhicules concernés. Par exemple, un préjudice de jouissance, ne pas pouvoir utiliser son véhicule librement donnerait lieu à une indemnité journalière. Une indemnisation des frais d'assurance ou encore de stationnement sont aussi demandés. La fondatrice du collectif Scandale Airbag Takata se réjouit du soutien de l'association de consommateurs. Elle alerte également sur le nombre de véhicules concernés. Les 1,7 million de véhicules ne concernent que le stop drive. Il y a 2,5 millions de véhicules qui effectivement sont encore roulants sur nos routes et qui sont de véritables bombes à retardement. Tristement célèbres, les airbags Takata sont à l'origine de 18 décès et 25 blessés en France selon le ministère des Transports. Ils peuvent exploser de façon incontrôlée en raison de la présence de nitrate d'ammonium, un explosif qui se dégrade avec le temps. Et on accueille à distance Christophe Legvac. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes avocat de plusieurs plaignants dans cette affaire Takata. On le disait, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a décidé donc de saisir le tribunal afin que des préjudices causés aux automobilistes victimes de ces stop and drive depuis 2023 soient réparés. De quelles indemnisations, de quel montant on peut parler ? Bonjour, cette action collective est une action de groupe. C'est très différent de l'action collective que nous avons lancée l'année dernière et qui réunit 2800 personnes. Nous sommes partis au pénal parce que nous considérons que Citroën joue avec la vie des gens. Que Choisir préfère attaquer au civil pour obtenir des indemnisations, principalement des indemnisations, on va dire, de perte d'exploitation, de préjudice de jouissance. Ça nécessitera de toute façon, dans les deux cas, la nécessité de démontrer que vous avez reçu la lettre recommandée vous disant que votre véhicule est concerné et que vous avez attendu X temps pour que votre airbag soit changé. C'est à partir de là qu'on pourra déterminer le montant des préjudices. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de cette indemnisation qui serait possible justement pour ces plaignants ? L'année dernière, le stop drive a commencé au mois de mai et certains airbags ont été changés au mois de décembre, ce qui représente plus de 100 jours d'attente. Or, on sait à peu près qu'il y a 50 € par jour d'indemnisation. Vous faites le calcul, 50 fois 100, ça fait 5 000 €. Ça, c'est sur le seul préjudice de trouble de jouissance. Après, il peut y avoir d'autres types de préjudices. Par exemple, si vous êtes une infirmière, que vous avez été empêché d'aller travailler à cause de l'airbag, eh bien, vous pouvez expliquer que vous avez ce qu'on appelle une perte d'exploitation, une perte de revenus. Et c'est cette perte de revenus qu'il faudra donc chiffrer en fonction de vos bilans, de vos documents que vous communiquerez à la justice. Alors, vous nous disiez que vous aviez représenté plusieurs milliers de plaignants, vous, l'année dernière, dans votre plainte au pénal. En ce qui concerne la plainte au civil de l'UFC Que Choisir, combien d'automobilistes, selon vous, pourraient s'associer à cette action de groupe ? Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une action de groupe. L'action de groupe, c'est une association qui est investie par le législateur de la possibilité d'agir au nom de tous. Donc là, Que Choisir part seul et va attaquer Citroën et faire une demande en justice pour obtenir le mode d'emploi pour savoir quel est le montant à indemniser. Une fois qu'ils auront eu ce jugement, mais pas avant 5 ou 6 ans, il y aura donc une nouvelle phase qui va s'ouvrir, qui permettra à toutes les personnes concernées, peut-être le million de personnes qui est en cause, d'aller chercher cette indemnité. Mais pour le moment, Que Choisir agit seul pour le compte de tous. Merci beaucoup Christophe Legvac d'avoir été avec nous pour réagir donc à cette action lancée par l'UFC Que Choisir. Plus de 1,6 million de signatures contre la loi du plomb et ça ne cesse de grimper. La pétition dénonce notamment la réintroduction d'un pesticide très décrié. Ah oui, et face à cette mobilisation citoyenne inédite, le gouvernement se retrouve dans l'embarras. On va y revenir. D'abord, écoutez Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Il était l'invité de BFM TV ce matin. Ce produit, c'est un produit qui fait l'objet d'une homologation européenne. Je rappelle, parce qu'on entend beaucoup de choses et beaucoup d'hystérie. Pour moi, l'enjeu, c'est évidemment d'assurer la santé, mais c'est aussi de faire en sorte que je continue à produire une alimentation au profit des Français. Et moi, je le redis, une alimentation de qualité. Donc ce débat est un débat scientifique. Moi, je suis là en limite de compétences, je suis pas toxicologue, mais ce que je dis, c'est que il est utilisé partout, et donc si il est reconnu comme étant utilisable, et c'est le cas en ce moment par l'autorité sanitaire européenne, alors il faut que les agriculteurs français puissent l'utiliser. Franck Richer-Girollet est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole de l'association Avenir Santé Environnement. Une hystérie autour des pesticides selon la FNSEA. Que répondez-vous ? Concernant l'acétamipride, quelque chose d'assez simple. C'est pas parce qu'il est autorisé que c'est un produit qui est anodin. Il faut rappeler que l'EFSA, donc
l'agence sanitaire européenne, à laquelle fait souvent référence Monsieur Rousseau, a dit en 2024 dans un document qu'il y avait une incertitude majeure sur l'innocuité de ce produit-là, sur la santé humaine, et qu'il serait bon de produire des données supplémentaires pour une évaluation plus appropriée. Et malgré ce que dit justement l'EFSA, on est en France en phase de réintroduction de ce produit-là, qui a des effets possibles sur le développement du cerveau, notamment des fœtus, et ce qui a conduit d'ailleurs l'EFSA à baisser la dose journalière admissible de ce produit-là. Et voilà, nous, les spécialistes en France, tels que Jean-Marc Bonmatin, spécialiste des néonicotinoïdes, disent que ça suffit à appliquer un principe de précaution, et on en est bien loin aujourd'hui. On le voit, ce débat n'est pas si tranché que ça sur la nocivité de cette acétamipride. Quels sont, vous le disiez, un certain risque que vous avez évoqué, quelles sont les sources scientifiques fiables auxquelles vous faites référence ? Nous, on travaille avec... Moi, je ne suis pas scientifique moi-même, je ne suis pas médecin, je ne suis pas toxicologue, mais on écoute ce que les toxicologues nous disent, que les scientifiques et les médecins nous disent. C'est-à-dire que face à cette loi du plomb, on a quand même eu un consensus assez important. Le directeur de recherche du CNRS qui se sont opposés à la réintroduction de la néonicotinoïde. On a eu la Ligue contre le cancer qui a clairement pris position en disant qu'on n'était pas du tout dans le principe d'application du principe de précaution. On a 1200 médecins qui ont signé une tribune, on a 20 mutuelles qui représentent 6 millions de Français qui se sont opposés à la loi du plomb, et bon nombre de citoyens et d'associations, notamment pour des raisons de santé publique. Alors comment vous expliquez que l'ANSES, par exemple, elle, est homologuée ce pesticide ? Mais c'est pas parce que les pesticides sont homologués qu'ils ne sont pas dangereux. Et je tiens à rappeler aussi, puisque nous, en Charente-Maritime, on en a un bel exemple, qu'on n'est pas exposé à un seul pesticide. On est exposé à un cocktail de pesticides. Nous, en Charente-Maritime, sur la plaine de Nice, c'est 41 molécules qui ont été recensées. Les scientifiques soulèvent quand même le manque d'études d'ampleur concernant ce pesticide. Comment on explique ça, qu'on n'ait pas davantage justement d'études sur ce sujet très rapidement ? Quand on arrive à voir quand même qu'on a une étude en Suisse qui explique qu'on a de l'acétamipride et des néonicotinoïdes dans le liquide céphalorachidien d'enfants, de 14 enfants, une étude suisse, on parle quand même d'un neurotoxique dans le liquide qui entoure le cerveau. C'est d'une gravité énorme. On a des études au Japon qui prouvent que l'acétamipride, c'est un produit qui est persistant dans l'environnement et qu'on est exposé aussi par la pluie puisque ça monte dans les nuages. On a un problème de contamination des milieux et c'est une vérité. On est imprégné de ces pesticides et la loi du plomb permet en fait de réintroduire un pesticide qui n'est qu'un symptôme puisqu'en fait on est, je le redis, exposé à une quantité phénoménale de pesticides. Merci beaucoup Franck Richer-Girollet, porte-parole de l'association Avenir Santé Environnement. On continue de parler de ce dossier avec vous, Alexis Cuvillier, chef adjoint du service politique de BFM TV. On voit cette mobilisation incroyable, citoyenne, de jour en jour, et les gouvernements qui de plus en plus marchent sur des œufs. Oui, le gouvernement qui est contraint de s'exprimer et de dire ce qu'il pense de cette possibilité à l'Assemblée de réouvrir le débat, puisque vous savez que l'enjeu de cette pétition, c'est bien ça, avec ce nombre de signatures extrêmement important, l'existence d'un débat sur cette pétition lorsque les travaux parlementaires reprendront à la rentrée de septembre. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, directement concernée par le dossier, est restée plutôt réservée depuis ce week-end. Elle sera sur le terrain demain. Elle s'est exprimée hier sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle estimait que, il fallait qu'on puisse continuer à discuter. L'organisation d'un débat est désormais à la main de l'Assemblée nationale. Le gouvernement y est bien sûr pleinement disponible, dit Annie Genevard, qui répète qu'elle estime que le texte va dans le bon sens, car il y avait, selon elle, un risque de voir des filières de l'agriculture s'éteindre. Une filière française qui s'éteint, c'est une filière qui ne réapparaît pas, disait Annie Genevard dans ce message. L'autre ministre qui est concerné par ce dossier, c'est bien sûr Agnès Pannier-Runacher, du côté de la transition écologique. Elle aussi, fait paraître par un message publié sur les réseaux sociaux qu'elle estime en effet qu'il faut que le débat puisse se tenir. Elle reprend à son compte une proposition de l'ancien Premier ministre et patron des députés Ensemble pour la République, Gabriel Attal, qui estime qu'il faut que le débat revienne à la science. C'était la formule qui avait été employée, et que l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, puisse être saisie par le gouvernement pour donner son avis sur le texte de loi, afin que les décisions soient prises avec la meilleure connaissance des données scientifiques disponibles. Je cite: « Le débat
ça ne suffira pas. Pour Mathilde Panot, la patronne des députés La France Insoumise, elle a écrit au président de la République. Vous vous souvenez de cette possibilité constitutionnelle qu'on évoquait hier pour le chef de l'État de créer une nouvelle discussion à l'Assemblée sur le texte de loi? C'est maintenant cela la demande de la gauche qui va s'appuyer sur cette pétition et qui va maintenir la pression jusqu'à la rentrée. Merci beaucoup Alexis pour ces précisions. Faut-il être optimiste à la veille des nouveaux pourparlers qui doivent se tenir demain pour tenter de mettre fin à plus de 3 ans de guerre entre l'Ukraine et la Russie? Alors Volodymyr Zelensky a annoncé lui hier que de nouvelles discussions se tiendraient donc en Turquie, probablement à Istanbul, alors que sur le terrain, les frappes russes, elles se poursuivent. Écoutez le président ukrainien. L'ordre du jour de la réunion est clair pour nous. Le retour des prisonniers, le retour des enfants enlevés par la Russie et la préparation d'une réunion des dirigeants. Patrick Sauce est avec nous. Bonjour, chef du service international de BFM TV. Comment on sort de l'enlisement, Patrick? Déjà en fixant une date, parce que quand vous parlez de pourparlers demain, ça c'est ce que disent les Ukrainiens, les Russes sont plutôt sur après-demain, voire dans 3 jours. Déjà on a un petit peu de mal, et ça montre un peu le peu de cas finalement que les Russes font de ces négociations. Le Kremlin qui ne s'attend pas à des avancées miraculeuses ce matin. Oui, alors moi je vous le traduis en bon français, le Kremlin ne compte pas aller vers des avancées miraculeuses. Ils partent déjà comme ça. Dmitri Peskov a déjà donné finalement les clés ce matin depuis le Kremlin lors de son point presse quotidien. Ça se passe par téléphone en fait avec les journalistes, notamment ceux de l'agence France Presse qui retranscrivent ses propos. Et il a déjà donné les clés de cette nouvelle réunion qui a priori devrait plutôt se passer après-demain plutôt que demain. Les Russes vont attendre encore 24 heures. Il parle notamment d'échange de prisonniers, voire d'échange de corps, c'est donc ça ce qui va se passer. C'est déjà ce qui s'était passé lors des précédents... Oui, il faut pas le minimiser, parce que nous, on est au chaud en France, mais vous avez des milliers et des milliers de familles qui attendent soit le retour de leur frère, fils, père en bonne santé, soit la dépouille pour faire leur deuil. Donc ça, voilà, dans une guerre aussi longue, c'est éminemment important. Mais la question de la paix est totalement mise de côté dans ce nouveau cycle. Ce seront les mêmes délégations, ce sera à peu près le même lieu, un palais présidentiel qui a servi à la première ou à la deuxième tournée de négociations, mais ce sera absolument tout. Merci Patrick. Évidemment, on va continuer de suivre ce dossier de très près. Du côté du Royaume-Uni, on a appelé les alliés de l'Ukraine à lancer une campagne de 50 jours pour armer l'Ukraine et accélérer donc ces négociations. Bonjour Laura Calmus, vous êtes notre correspondante à Londres. Un appel qui fait écho à ces 50 jours d'ultimatum lancé par Donald Trump il y a quelques jours. Exactement. Et l'objectif, eh bien, c'est d'aider l'Ukraine dès maintenant sur le terrain, mais également tenter de ramener Moscou à la table des négociations. Alors hier, le ministre de la Défense britannique, John Healey, a présidé une réunion avec une 50aine de pays alliés. Il a demandé à ses membres d'intensifier leurs efforts pendant une durée de 50 jours pour renforcer leur soutien militaire à l'Ukraine. Il évoque en fait un moment d'opportunité maximale avec Londres et Berlin qui s'engagent déjà à envoyer 200 000 munitions, des missiles et également toujours plus de drones. On l'a vu ces derniers mois, le Royaume-Uni qui a déjà accéléré ses livraisons et qui promet aussi de poursuivre ses efforts dans les prochains mois. Londres qui a annoncé débloquer 810 millions d'euros à l'Ukraine pour l'achat de munitions. Laura Calmus à Londres, merci beaucoup pour ces précisions. À Gaza, entre déplacements forcés et famine, la communauté internationale alerte. L'OMS dénonce les attaques israéliennes d'hier dans le centre du territoire palestinien et 25 pays appellent à la fin immédiate de la guerre. Et vous voyez sur ce communiqué de l'agence France Presse, la situation également des journalistes et de leurs collaborateurs est remise en question. Parmi les pays les plus inquiets, la France. Et donc cette situation qui serait effroyable selon l'agence France Presse, nous demandons à ce que la presse libre et indépendante puisse accéder à Gaza pour montrer ce qu'il se passe. Ça, c'est la demande du ministre français des Affaires étrangères sur cette situation en particulier. Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Israël se retrouve donc sous la pression de la communauté internationale. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes ?
Il y a peu de chance car il y a une seule pression qui compte pour les Israéliens, c'est la pression américaine. Les Américains sont les principaux fournisseurs d'armes à Israël, c'est bien connu, mais ce sont également les protecteurs diplomatiques d'Israël, notamment à l'ONU, mais d'une manière générale au sein de la communauté internationale. Pour l'instant, les Américains soutiennent ces opérations qui, ici en Israël, sont jugées indispensables. D'abord pour continuer d'affaiblir le Hamas. Vous vous souvenez que Benyamin Netanyahou avait fixé comme objectif de guerre l'éradication de la vente militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Et l'état-major affirme que c'est en bonne voie. Et aussi pour tenter de retrouver des otages qui se trouveraient justement dans la zone qui vient d'être envahie par Israël, la zone de Deir al-Balah, c'est-à-dire au sud de la ville de Gaza. Donc pour l'instant, cette pression, surtout des pays européens, elle devrait rester sans effet pour les combats dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphane Amar pour ce point de situation. Évidemment, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons plus longuement sur cette situation très complexe dénoncée par la communauté internationale à Gaza. Situation humanitaire décriée notamment par l'Organisation mondiale de la santé avec ses risques de famine, ces morts qui se multiplient, vous le voyez, mais aussi la situation de journalistes qui sont très peu à pouvoir enquêter sur ce qui se passe dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. Vous entendrez leur inquiétude notamment. Nous serons avec notre invité Rami Abou Jamous, journaliste sur place. Il nous dira ce qu'il vit au quotidien. Restez avec nous.